Alors, je passe maintenant la parole à Dominique Angèle-Vuitton qui va attirer votre attention sur un aspect particulier de cette maladie, c'est l'émergence des cas d'échinococose alvéolaire chez les patients immunodéprimés à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui est en train de monter et c'est pour ça qu'on a cru intéressant de vous en parler. Dominique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il faut dire, Mesdames, Messieurs, il y a au moins deux dames, fantastique. Il y a moins de la parité. Je suis effectivement très heureuse de parler pour la première fois, je dois bien dire, à l'Académie de chirurgie, et ça me fait d'autant plus plaisir que ces deux amis qui sont à la modération de cette séance, donc Georges Mention, qui, comme il l'a rappelé, on est tombé dans la médecine quand on était petits ensemble, et puis Dominique Franco, que je connais, je pense, depuis 1976, quelque chose comme ça, donc ça ne nous rajeunit pas non plus. Donc je vais aujourd'hui vous parler de quelque chose d'un peu particulier, qui est l'émergence des cas d'échinococose alvéolaire chez les immunodéprimés dans ce début du XXIe siècle, et qui est, je dirais, pas très surprenant quand on connaît la physiopathologie de cette maladie, mais qui nous a quand même pris un peu au dépourvu parce que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas si fréquemment auparavant. Il y avait quand même eu un signe avant-coureur dans les années 1990 qui était les nombreux cas que nous avons observé au début de notre programme de transplantation hépatique pour l'échinococose alvéolaire dans les années fin 1980, début 1990. Donc les premières observations ont été absolument évidentes dès les premières transplantations pour l'échinococose alvéolaire, et vous avez dans ces images la récidive dans le greffon hépatique lui-même, la croissance de métastases de l'échinococose alvéolaire dans le cerveau chez un patient dont on ne savait pas qu'il avait ces métastases dans le cerveau initialement, une métastase splénique, et ici un cas tout à fait particulier qui avait été vu par nos collègues de Clermont-Ferrand, qui était la réinvasion multifocale du greffon dans les 3 semaines qui avaient suivi la transplantation hépatique. Donc, Solange Bresson-Agny, qui est collègue qui suit ces patients depuis fort longtemps, avait successivement publié plusieurs articles dans Hepatology en 91, 92, elle a fait le point de la situation en 99, et au plan européen, tout cela a été largement confirmé par une étude de surveillance sur transplantée pour échinococose alvéolaire qui avait été coordonnée par Stéphane Koch, qui est ici avec nous aujourd'hui. Alors, ces cas de récidive très rapide et un peu d'explosion de la maladie chez les patients immunosupprimés dans le cadre de la transplantation n'est pas tout à fait isolé, puisque peu de cas, mais quand même quelques cas suisses ont été publiés chez les patients atteints de sida, avec une régression d'ailleurs des lésions quand l'immunité revenait à la normale après trithérapie de la pathologie. Et bien sûr, travaillant sur l'immunologie de cette affection depuis les années fin 70, nous avons accumulé des données expérimentales sur la grande sensibilité de l'infection expérimentale, donc chez les rongeurs, puisque les rongeurs sont des hôtes intermédiaires normaux de la maladie, donc il est facile de travailler chez la souris, et on a pu un peu décortiquer les paramètres immunologiques qui étaient en relation avec le développement ou au contraire le contrôle de la maladie. Alors, à l'aube du XXIe siècle, sont sorties un certain nombre de publications. Je vous en ai affiché quelques-unes, mais la totalité de ces cas cliniques rapportés dans la littérature internationale, après transplantation rénale,
après transplantation cardiaque, chez les malades avec des hémopathies malignes, chez les malades aussi avec des maladies rhumatismales traitées par les nouvelles drogues, les agents biologiques, en particulier les anti-TNF. Et nos collègues allemands et italiens avaient fait une communication à l'Association américaine de maladies tropicales en 2008, essayant de rassembler les cas qu'ils avaient vus dans leurs propres équipes, mais bon, ça restait relativement anecdotique et nous avons voulu savoir si il s'agissait d'observations isolées, de cas qu'on n'avait pas repérés avant et auxquels on était plus sensible, ou si c'était vraiment l'émergence d'un problème. Et il faut dire qu'en France, on avait une situation un petit peu privilégiée pour répondre à la question, dans la mesure où nous sommes le seul pays qui a, depuis 1997, mais avec un antécédent depuis 1982, un registre des cas d'échinococose alvéolaire que nous avons maintenu prospectivement depuis 1997 et qui nous permet de travailler sur des relativement grands nombres en se souvenant qu'il s'agit quand même encore d'une maladie rare. Et donc à partir de ce registre des échinococoses alvéolaires français, qui donc à l'époque, en 2013, rassemblait 509 patients, nous avons pu identifier les patients chez lesquels l'échinococose alvéolaire était survenue dans le cadre de cancer, d'hémopathie maligne, de maladie inflammatoire chronique ou d'allotransplantation, soit d'organes ou de cellules souches hématopoïétiques, et éventuellement de sida, donc d'infection VIH accompagnée d'immunosuppression. Et donc, on a pu confirmer que ça n'était pas une vue de l'esprit, et qu'il y avait réellement une émergence. Alors vous pouvez voir, donc ça c'est classé par décennie, donc 82-92, 92-2002, 2002-2012. La colonne de gauche, vous avez les cas d'échinococose sans contexte d'immunosuppression. Vous voyez que les cas dans le cadre d'une immunosuppression étaient très rares, presque aussi rares, je dirais, et puis on voit une augmentation qui est très significative entre 2002 et 2012. Donc, la démonstration, relativement, d'un vrai problème émergent dans cette période. Alors, nous nous sommes demandé, évidemment, si ces patients avaient les mêmes caractéristiques épidémiologiques que les patients sans immunosuppression. Et en fait, ils sont tout pareils, je dirais, quasiment, du point de vue du sexe ratio, du point de vue de l'âge médian, qui est autour de la soixantaine, disons, de métier dans l'agriculture, des facteurs de risque qu'on identifie habituellement avec la maladie, comme d'être chasseur, d'avoir des chiens, de consommer des baies diverses et variées à caractère ou de la salade et des pissenlits, d'un jardin non protégé, et puis aussi le fait de résider dans les régions à risque de la France, et effectivement il n'y a aucune différence significative. Donc, si vous voulez retrouver tous les détails de cette étude, c'est dans un article d'Adrien Chauchet, un interne d'hématologie d'ailleurs, qui a fait ce travail et qui l'a publié dans Clinical Infectious Disease avec nous. Alors, vous voyez que les patients, si on voit les régions françaises, avec immunosuppression ou sans immunosuppression, sont à peu près les mêmes que dans les deux cas. Donc, on retrouve les régions à risque. Alors, il y a un petit peu plus de franc-comtois avec immunodépression, peut-être un petit biais de sélection, je ne sais pas, normalement non, puisque notre registre est exhaustif. Alors, en fait, qui sont un peu plus dans le détail les patients à risque? Eh bien, effectivement, nous avons retrouvé des transplantés, donc rein, cœur, une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques,
Les patients atteints de cancer solide, qui représentent la plus grande partie de cette population d'immunodéprimés avec échinococcose alvéolaire, les patients avec des hémopathies malignes, mais aussi donc ces patients avec maladies inflammatoires chroniques de tout type, et donc évidemment des maladies traitées par des immunosuppresseurs ou des agents biologiques. Alors vous voyez qu'un certain nombre de patients avaient deux affections, ce qui en général multipliait la pression, je dirais, thérapeutique d'immunosuppression. Il y avait quand même un patient atteint de sida, mais c'est vrai que les épidémiologies ne se recouvrent pas très bien du point de vue des populations à risque. En fait, plus de 90% des patients avaient des traitements immunosuppresseurs. Donc c'est plus, je dirais, un opportuniste de l'immunosuppression thérapeutique que de l'immunosuppression de base qui pourrait être entretenue par les maladies en question elles-mêmes, même si elles ajoutent certainement quelque chose à cette immunosuppression. Donc vous pouvez voir que donc, les plus grands pourvoyeurs étaient les chimiothérapies anticancéreuses. Il y a petits cas uniquement avec radiothérapie, beaucoup avec immunosuppresseurs, des corticoïdes qui représentent une part non négligeable, isolés ou associés avec des immunosuppresseurs, et on retrouve ces biothérapies, donc essentiellement les anti-TNF, mais pas que, d'autres immunomodulateurs biologiques sont aussi à l'origine de ces cas. Alors, les questions suivantes, c'est est-ce que les circonstances diagnostiques sont différentes chez ces patients? Eh bien, on peut dire oui. Nous avons en particulier observé des formes, je dirais, aiguës d'échinococcose alvéolaire. Alors ça, moi, j'en avais vu que chez la souris. Chez l'homme, la forme aiguë d'échinococcose n'existe pas. Et en pratique, oui, on a une lésion qui ressemble à symétrome d'un abcès infectieux du foie. Et effectivement, la symptomatologie était celle d'un abcès du foie. Donc extrêmement piégeant, parce que ça n'est jamais la forme symptomatique que l'on voit dans cette maladie. On a pu voir aussi des formes diffuses. Ça, c'est un cas qui n'est pas dans la série que je vous ai montrée avant pour l'étude générale. Là, vous pouvez voir que il y a une forme vraiment multiple, multifocale et énorme, et qu'on voit très bien les fameuses microvésicules en T2 qui vous ont été signalées par Eric dans la communication précédente. Alors, ce qui est très particulier, qui est assez logique dans le cadre de ces suivis de cancer, suivis d'hémopathie, suivis de maladies inflammatoires chroniques, c'est que à côté de ces cas bruyants, je dirais, c'est souvent une découverte fortuite, c'est même la plupart du temps une découverte fortuite lors d'examens de suivi de la maladie initiale. Et évidemment, comme Eric vous l'a dit aussi, on utilise la TEP pour caractériser l'évolutivité de la maladie échinococcose alvéolaire, mais bien sûr, on utilise énormément la TEP pour suivre les cancers et repérer d'éventuelles métastases hépatiques. Alors, là, vous avez un exemple, par exemple, de myélome, où on a à la fois les lésions en tête de localisation de myélome et les localisations d'échinococcose alvéolaire, mais on a vu tout un tas d'autres cas où les cancers, on a pris l'échinococcose alvéolaire pour une métastase de cancer. Alors dans certains cas, d'autres affections opportunistes sont associées. Là, il s'agit, ces trois images, d'un cas où une métastase, apparemment, enfin, on ne savait pas ce que c'était, parce que ça, il y avait un lymphome dans cette histoire-là, une lésion a été trouvée dans le poumon et une lésion dans le foie. Et en fait, il s'est avéré que la lésion du poumon était une aspergillose, enfin un aspergillome, et que la lésion hépatique était une échinococcose alvéolaire. Et là, vous avez des prélèvements qui ont été faits lors de l'ablation de l'aspergillome, et où on voit que le tissu hépatique
était bien d'échinococcus alvéolaire, le nodule aspergillaire était bien sûr négatif, et tout ça a été fait en PCR parce que c'est un examen précieux quand on a un doute. Alors, quelles sont les conséquences pour les patients? Eh bien, le fait qu'on trouve des images inhabituelles, puisque la maladie croît rapidement, des images de pseudo-abcès, de pseudo-angiome, qui est une forme de tout début d'imagerie de la maladie, de pseudo-métastase, fait que il y a une errance diagnostique qui est évidente, et il y a eu des énormes retards diagnostiques chez certains patients, et globalement sur la série, il y avait toujours un retard diagnostique qui était majeur chez un patient sur deux. La sérologie est un peu plus fréquemment négative que chez les cas non immunodéprimés, ce qui contribue à paumer un peu les gens, évidemment. Et c'est tout l'intérêt de la PCR sur les lésions pour faire le diagnostic. C'est l'intérêt aussi de l'IRM qui montre ces fameux microkystes en T2 qui sont pathognomoniques, il faut dire, de l'échinococcus alvéolaire. Alors, cette errance diagnostique a amené à des erreurs thérapeutiques absolument flagrantes. Il y a eu des chimiothérapies réintensifiées à cause de pseudométastases, bien sûr. Il y a même eu de la radiofréquence. Et il y a une micro-conclusion, c'est que ni la radiofréquence, ni la chimiothérapie anticancéreuse ne marchent sur l'échinococcus alvéolaire. En termes de traitement, quelles sont les conséquences pour les patients de cette échinococcus alvéolaire opportuniste? Eh bien, quelque part, c'est moins pire qu'on pourrait penser. En effet, il y a, comme c'est des maladies qui fleurissent, je dirais, qui ne sont pas invétérées avec plein de fibroses et tout ça, il y a une efficacité très bonne et rapide, surtout de l'albendazole, qui est le médicament qu'on administre dans cette maladie, avec des effets visibles en imagerie en quelques semaines ou quelques mois, ce qui est excessivement rare dans les cas habituels d'échinococcus alvéolaire. Donc c'est plutôt bien pour le patient. Le bémol, et qu'il faut absolument qu'on vérifie par une étude prospective, c'est qu'il semble que ça marche très bien, mais qu'il y ait plus d'effets secondaires, puisque nous avons eu des effets secondaires, dont certains majeurs, en particulier les effets secondaires de toxicité hépatique, chez près de 40% des patients, ce qui est beaucoup plus que ce que l'on voit habituellement. Alors, quid évidemment, puisque c'est quand même l'endroit pour en parler, de la chirurgie? Eh bien, il faut dire que la résection chirurgicale radicale des lésions, qui est la seule qu'il faille faire, d'ailleurs maintenant je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut éviter les résections palliatives, donc la résection radicale, elle est souvent possible, puisqu'on arrive sur des maladies petites, en début d'évolution, donc c'est plutôt limité et plus facile à enlever radicalement, et elle doit absolument être envisagée si le pronostic de la maladie initiale le permet. Dans la série que je vous ai montrée de ces 50 patients, elle a été réalisée dans 36% des cas, et elle est d'autant plus importante que c'est des patients qui souvent vont être amenés à être traités par des immunosuppresseurs pendant longtemps, en particulier dans les maladies chroniques inflammatoires, et que les interférences médicamenteuses vont rendre les traitements plus difficiles à monitorer. Et donc, si on peut se passer au bout de 2 ans de couverture d'albendazole, de l'albendazole, c'est vraiment gagné pour le patient. Alors là, vous voyez un résultat assez magnifique au bout de quelques mois, 3 mois, chez une patiente. Alors c'est une patiente qui a peu de chance, c'était laotienne, elle a émigré en Franche-Comté à l'âge de 13 ans, elle s'est récupérée une échinococcus alvéolaire dans la région. Et on voit qu'après, et qu'elle avait d'autres pathologies associées, et après 3 mois, on avait déjà une disparition de la positivité de la tête, donc vraiment pas encore une stérilisation des lésions, mais on peut penser que cette stérilisation des lésions était acquise à M36, puisque la sérologie était à ce stade totalement négative. Alors il y a quelques questions subsidiaires pour finir. On peut se demander s'il s'agit de contamination récente, au moment où les gens sont sous traitement immunosuppresseur, ou si c'est une maladie ancienne réactivée.
Alors on a un certain nombre d'éléments pour penser que ça serait plutôt une maladie ancienne réactivée, c'est-à-dire qu'il y a un micro-foyer bien contenu par l'immunité du patient et qui se révèle, comme se révèle un lymphome EBV chez un patient atteint de sida, par exemple, ou une toxoplasmose. Et on a retrouvé du sérum de patients où on avait du sérum disponible et on a pu retester en sérologie, et on voit, plusieurs années avant, un profil qui est évocateur d'Echinococcus granulosus, donc le fameux agent buckystidatique, et ça c'est quelque chose qu'on voit fréquemment chez des malades qui sont totalement guéris, mais qui gardent cette cicatrice sérologique. Alors où en est-on en 2017, puisqu'on a publié maintenant il y a plus de 2 ans, j'ai interrogé à la base de données ces jours derniers, et on peut dire que le nombre d'échinococcus alvéolaires chez les immunodéprimés se maintient. Ça me permet de vous montrer l'état actuel des zones d'endémie de la maladie, tout en sachant qu'on a des renards infectés dans le Calvados, dans la Manche, dans la région parisienne, un peu partout, enfin tout ce qu'on a testé selon une diagonale comme ça, puisque ça a été fait par nos collègues de l'entente interdépartementale contre la rage et les zoonoses. Donc l'échinococcus chemine vers l'ouest clairement, mais les zones d'endémie restent celles-ci, et donc le registre reflète sur toutes ces régions et montre que ce nombre de cas chez les immunodéprimés n'a pas l'air d'augmenter, mais en tout cas se maintient au rythme qu'on avait, c'est-à-dire si on rapporte à 10 ans, ça fait au moins une 50aine de cas par décennie. Alors le problème le plus important à mon avis, c'est comment informer les médecins, les chirurgiens, les radiologues, et en particulier ceux qui vivent en dehors des régions d'endémie, parce que dans la mesure où ces malades sont beaucoup plus sensibles, donc ils risquent de réactiver une maladie alors qu'ils ont changé de région et qu'ils vivent totalement ailleurs, je pense qu'on peut retenir les microquistes en T2, et comme ça le message est passé. Alors, juste avant de finir, une petite échappée du côté du porc, parce que peut-être qu'il y a des gens qui font dans la salle qui ont fait de la chirurgie expérimentale, et on est dans la recherche d'un modèle préclinique pour tester de nouveaux médicaments, de nouvelles manipulations immunitaires pour traiter cette maladie, et avec le groupe de Rouchy, dont vous avez déjà eu des communications antérieurement, on a monté un modèle d'échinococcus alvéolaire chez le porc. En fait, le porc est encore plus résistant que l'homme, qui est une bête résistante à ce parasite, en testant plusieurs formules, soit les corticoïdes tout seuls. On a fait aussi un groupe avec cyclosporine. On voit que se développent des lésions dans ce groupe d'hexaméthasone, mais qu'elles sont petites, et donc on aura du mal de travailler sur ce type de lésions. Par contre, les cas avec cyclosporine semblent plus intéressants. Et bon, je ne vous donnerai pas toute l'imagerie qui a été faite autour, mais tout ce qui était possible de faire a été fait. Et ça ressemble assez bien à la maladie humaine. Donc je pense qu'à terme, on va pouvoir utiliser ce modèle de porc immunosupprimé pour tester des nouvelles voies thérapeutiques. Donc, les messages, c'est que le rôle de l'immunité dans la résistance contre cette infection, on la connaissait depuis longtemps, mais que le XXIe siècle a vu l'émergence de l'échinococcus alvéolaire comme maladie opportuniste, et puis qu'il s'agit surtout de gens traités par des chimiothérapies ou des traitements immunosuppresseurs. Les circonstances de diagnostic sont confusionnelles, les images inhabituelles, la sérologie est un peu plus souvent négative, donc errance diagnostique, erreur thérapeutique. Et enfin, l'albendazole est très efficace, mais la résection chirurgicale garde les mêmes indications que chez les patients sans immunosuppression. Merci à tous les collègues. Merci beaucoup, Dominique. C'est très intéressant. On peut mélanger toujours l'immunologie et la physique. La communication qui est ouverte à la discussion. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'en avais une.
Cynthia, est-ce que l'incidence est suffisamment élevée pour envisager une prévention systématique dans les pays à risque, dans les zones à risque? Tout dépend de ce qu'on entend par prévention. Comme la prévention, on a bien du mal à la donner parce que, je veux dire que les facteurs de risque sont tellement diffus que malheureusement, en dehors de donner des conseils de bien laver sa salade, parce que maintenant on peut faire des études par PCR sur les potagers, chez les maraîchers, etc. Et on s'aperçoit que oui, dans les zones à risque, on pensait un peu, mais on retrouve des œufs de parasites. Bon, il faut savoir que rien ne tue l'œuf, c'est clair, en dehors du praziquantel, et encore, il ne tue pas l'œuf, il tue le ver, il met pas l'œuf. Et que ça ne sert à rien de mettre un peu de javel dans sa salade, mais que l'action mécanique peut être déjà utile, parce que c'est pas un virus, c'est une bête qui a un dixième de millimètre. Mais on ne peut pas parler de prévention. Par contre, je pense qu'il faut vraiment que les gens y pensent maintenant. C'est-à-dire tout enfant en bas âge en Franche-Comté sait qu'il ne doit pas manger des murs, des fraises des bois, des myrtilles, voilà. Tout enfant de Franche-Comté, c'est ça, quoi. Mais est-ce que vraiment c'est ça qui va le protéger? Seul le sait. Un message important dans la prévention, même si c'est très très basique au niveau du chirurgien que je suis, c'est de ne pas avoir de contact avec les renards. Oui, ça c'est déjà le bœuf bavard, oui. Et je peux vous assurer que c'est l'élément, un des facteurs essentiels des cas qu'on voit contaminés en Franche-Comté. Une question très courte. Est-ce que dans la série des personnes chiffonnées qui ont développé cette est-ce que vous avez eu une question d'enfants? Alors oui, il y a quelques enfants, très peu nombreux, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a une augmentation globale du nombre de cas en Europe. Actuellement, depuis 10 ans, 15 ans. Les Suisses ont été les premiers à voir un doublement des cas annuels. Et nous, on l'a vu 3-4 ans plus tard, les Autrichiens ont publié, les Allemands l'ont vu aussi. Donc il y a vraiment une augmentation du nombre de cas. Et sur cette augmentation du nombre de cas, il y a beaucoup plus des âges extrêmes. Alors, des vieux, parce que avant ils ne vivaient pas avec ces âges-là, donc on les trouve parce qu'on leur fait plus d'examens, etc., certainement pour d'autres pathologies. Et puis les tout jeunes, et on a plusieurs cas récents chez des enfants et des adolescents. Alors que, je veux dire qu'on en voyait extrêmement rarement. Il y avait 7 jeunes enfants qui avaient fini par être transplantés à Poche-Douce et qui étaient une histoire de chasse, je dirais. Enfin, c'est vrai que ça n'existait presque pas. Alors que dans les pays de grande endémie comme la Chine de l'Ouest, il y a beaucoup de gens jeunes. Et non, leur moyenne d'âge est vers les 35 ans, la nôtre elle est vers 55-60. Oui, je voulais prendre la parole éventuellement plus tard, mais parce qu'évidemment je suis très sensible à ce que, d'abord parce que c'est vous qui le dites et que nous avions l'occasion de nous rencontrer à l'occasion d'une séance thématisée que j'avais organisée à l'Académie de médecine en juin 2007, puisque j'avais eu mon attention est attirée sur cette maladie, tout simplement parce que je suis natif de Pontarlier et qu'il y a une région à côté de Pontarlier qui était particulièrement atteinte par l'échinococose, c'est la région de Frasnes, où il y avait une densité de contamination dans la population, alors qu'à l'époque, évidemment, la maladie n'était pas toujours facilement reconnue. Alors, c'est à propos justement de la prévention que je voulais intervenir. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, car, comme vous l'avez dit, premier point, actuellement, l'échinococose, et vous l'avez montré sur une de vos diapositives, a tendance à s'étendre. Il n'y a pas que la région de l'Est de la France et la vallée du Rhône qui sont l'objet de contamination. Et justement, à l'occasion de cette séance thématique, j'avais fait une enquête, et en particulier, j'étais allé m'enquérir un petit peu de ce qui se passe dans l'Oise. Et j'avais appris qu'il y avait des cas d'atteinte chez les renards, qui étaient bien entendu contaminants. Et j'ai eu la surprise aussi de l'apprendre qu'il y avait dans les Côtes d'Armor également des cas d'atteinte parasitaire des renards,
avec un risque de contamination. Donc il y a un rôle, je pense, sur le plan national à faire, en matière d'éducation, pas seulement des médecins, mais bien entendu de la population dans les régions qui peuvent être contaminées. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, ramasser les fraises des bois. Comme j'avais une maison dans les Péreux, vous pensez bien que je faisais attention, mais que les enfants avaient interdiction d'aller ramasser les fraises sauvages pour ne pas attraper d'échinococose. Il y a aussi le fait de découvrir un renard qui est mort et d'aller le prendre et de se contaminer parce que sa fourrure est contaminante. Ça, c'est un point. Mais il y a un autre aspect qui m'a beaucoup frappé. J'avais fait à cette occasion une petite enquête à Pontarlier auprès des pharmaciens pour savoir quel était le taux de vente de produits antiparasitaires pour les animaux domestiques, en particulier le chien et le chat. Car dans ces régions où il y a une forte densité d'échinococose chez les renards, avec la contamination possible des animaux domestiques, on est surpris de constater qu'il y a très peu d'utilisation des produits antiparasitaires. Et il y a une véritable démarche à faire au plan sanitaire dans les régions, en France et en particulier dans les régions contaminées. Alors je ne voulais pas terminer, je voulais justement insister sur ces points particuliers, parce que bien sûr j'ai eu une toute petite expérience, nous avons eu à cocher une petite expérience, puisque j'ai eu l'occasion de faire 3 transplantations, il y a très longtemps, avec bien entendu 2 chez les jeunes, une jeune fille de 15 ans et une infirmière de 26 ans, chez qui d'ailleurs je n'ai pas pu faire la transplantation, parce qu'il y avait une telle extension, c'était épouvantable. En revanche, j'ai pu réussir chez un douanier qui venait de Lorraine, la transplantation avec une survie, à l'époque où j'ai pu le faire, il a survécu plus de 20 ans à cette transplantation, en dépit d'ailleurs de quelques années opératoires qui n'avaient pas été simples. Et Philippe Bonichon se souvient bien s'il était là. C'est lui qui l'a dit. Voilà, mais je voulais simplement revenir un petit peu sur... Vous avez insisté sur le risque de contamination, mais de la nécessité de faire de la prévention. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas assez d'informations médicales et populaires dans les régions contaminées et maintenant dans l'ensemble national. Merci. On est dans le cadre des maladies infectieuses émergentes, c'est un des grands problèmes du XXIe siècle. Quelle est l'OMS et l'habitude vis-à-vis de ça? Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'OMS, je dirais, tolérait l'échinococose sous la forme d'un groupe informel de travail. Et depuis maintenant 3-4 ans, l'échinococose a enfin, parce qu'on a fait des études bien faites de pression, avec DALI, cher à l'OMS, donc qui évalue le manque à gagner en termes de vie, de survie, etc., par les maladies. Et on s'est aperçu que c'était largement égal, voire assez supérieur à beaucoup de maladies tropicales dont on fait grand cas à l'OMS et qui finalement ont moins d'impact dans les populations. Donc maintenant l'OMS l'a mis officiellement à sa liste de maladies dignes d'attention, donc c'est déjà une bonne chose. Je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la France s'est un peu émue également. Au plan européen, les cas doivent être déclarés. Le gros problème, c'est qu'on a souvent dans certains pays une confusion qui est effectivement facile à faire pour les gens qui ne connaissent pas ces maladies entre l'échinococose kystique et l'échinococose alvéolaire. On a vu que c'était 2 maladies très différentes, donc il faut qu'elles soient déclarées de façon différentielle. Elles n'ont pas du tout la même origine du point de vue du cycle parasitaire et non plus la même prise en charge, parce qu'il y a plus de malades avec des kystidatiques, mais il y a moins de malades, mais beaucoup plus chers avec l'échinococose alvéolaire. Donc la France s'est mis assez bien dans la bonne ligne, en soutenant justement ce registre français des cas depuis le début des années 2000. Et donc maintenant il y a un centre national de référence qui était pour l'échinococose alvéolaire les 4 dernières années et qui a été renouvelé, donc dans notre centre bien sûr, et qui a été renouvelé cette année pour l'ensemble des échinococoses.
C'est-à-dire qu'on a maintenant mission de surveiller toutes les échinococoses au plan français et de donner évidemment des conseils sur ce qu'on fait évidemment. S'il y a un problème quelconque avec des cas, quoi que ce soit, le diagnostic, le traitement, etc., c'est notre mission de répondre aux questions et de faire quelque chose dans ce On peut profiter des spécialistes, c'est qu'il y a une seconde des renards. Est-ce qu'il y a de plus en plus de renards? Est-ce qu'ils sont comme en Angleterre, comme c'est vu, c'est-à-dire de plus en plus civilisés, c'est-à-dire qu'ils mangent des crevettes dans les villes? Alors, oui, c'est comme ça à Pontarlier, monsieur Chapuis. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est un des problèmes. Quand on a fait cette fameuse communication à l'Académie de chirurgie, 10 jours avant, il y avait eu un renard dans les cas de l'Académie. Donc, de médecine. Nous avions trouvé un renard qui s'était infiltré dans les sous-sols de l'Académie de médecine, dans la. Et c'est un de nos bibliothécaires qui l'avait découvert. Donc ils sont partout. Ça c'est une phrase qu'on Bien. On peut juste dire à ce propos que oui, il y a une augmentation des renards, oui, il y a des renards contaminés dans les villes, et que oui, il y a déjà eu des essais pour déparasiter les renards à l'intérieur des villes, et que l'efficacité de l'action dépend de la pression de contamination au-dessus. En tout cas, il y a un message fort qui a été donné par nos collègues de Nancy, c'est un groupe vétérinaire qui travaille sur ces sujets. Ils ont coupé la ville en deux, ils ont tué plus de renards d'un côté, moins de renards de l'autre, et en fait, la partie où on a tué le plus de renards a été la plus recontaminée, ce qui n'est pas très étonnant, parce que le renard horreur du vide, et donc tous les renards de la campagne très contaminés sont revenus en ville, donc il faut traiter les renards urbains avec évidemment l'accord des mairies, etc., mais il ne faut pas les tuer, c'est un message fort. ça marche pas. Oui, merci beaucoup. Tout à fait passionnant.